Braves gens, bonsoir. Cher Odif, bonsoir. À vous aussi. On se retrouve pour la suite de ce cycle du rêve de Lovecraft. Et c'est parti pour la nouvelle soirée. Horrifiques histoires. Et donc, ce soir, dans Horrifiques Histoires, 4e soirée sur la nouvelle À travers les portes de la clé d'argent d'Howard Phillips Lovecraft, nous reprenons au chapitre 6, dans cette pièce où discutent nos 4 protagonistes qui veulent en savoir plus sur le destin de Randolph Carter, mais surtout sur sa succession. Braves gens, je vous rassure, la voix chelou est bientôt terminée. C'est parti. Bonne écoute. Avant de démarrer complètement, petit point qui vous sera utile pour les personnes qui reprennent en cours. Quelques noms. Nous avons donc le Swami Chandraputra qui explique ce qu'il sait de la disparition de Randolph Carter. Nous avons De Marigny et Phillips, 2 des amis proches de Randolph Carter, quelque peu occultistes eux-mêmes, et Aspinwall, son cousin éloigné, qui clairement ne porte aucun intérêt à leur bullshit. Les braves gens, let's go. Le Swami arrêta un instant son récit et vit que Marigny et Phillips l'observaient attentivement, tandis qu'Aspinwall l'ignorait délibérément et fixait ostensiblement les yeux sur les papiers qui se trouvaient devant lui. Le rythme infernal de l'horloge en forme de cercueil prit une signification nouvelle et de mauvais augure, en même temps que les vapeurs provenant des trépieds négligemment alimentés faisaient onduler des formes inexplicables et fantastiques qui se combinaient de façon troublante aux figures et aux dessins grotesques qui semblaient s'animer sur les tapisseries. Le vieux noir qui les avait accrochés sur les murs était sorti. Peut-être la perception d'une tension grandissante l'avait-elle effrayé et chassé de la maison. Une hésitation, comme pleine d'excuses, entravait l'hindou qui résumait son récit d'une voix qui semblait bizarrement peinée, tout en s'exprimant pourtant dans un langage courant. Sans doute avez-vous trouvé l'histoire des êtres de l'abîme difficilement admissible. Les phénomènes tangibles et matériels que nous allons rencontrer plus avant seront encore plus difficiles à croire. Les merveilles
sont doublement incroyables. Et quand, les ramenant des régions incertaines de la réalité du rêve, on les introduit dans un monde à 3 dimensions. Je n'essaierai pas de vous rapporter tout. Cela composerait un récit très différent. Je ne vous raconterai que l'essentiel de ce que vous devez absolument connaître. Carter, après ce tourbillon final de rythmes démoniaques et polychromatiques, avait compris de lui-même en quoi consistait son vieux rêve insistant. Comme en de nombreuses nuits passées, il marchait sous l'éclat d'un soleil aux diverses couleurs, au milieu d'une multitude d'êtres griffus au groin de tapir, à travers les rues d'un labyrinthe construit avec un métal inconnu. Baissant les yeux, il s'aperçut que son corps ressemblait à celui des autres êtres. Rugueux, en partie squameux, curieusement articulé à la manière de celui des insectes, sans être cependant dépourvu d'une certaine ressemblance caricaturale avec la silhouette humaine. Bien que tenu par une griffe horrible, la clé d'argent était encore en sa possession. Un moment plus tard, la sensation de rêve s'évanouit et il se trouva dans la situation d'un rêveur éveillé de son rêve. L'ultime abîme, l'être, l'entité d'une race absurde et étrangère, appelait Randolph Carter vers un monde futur qui, pourtant, n'existait pas encore. Un monde, la planète Yadit, où quelques-uns des phénomènes du passé hantaient les rêves sans cesse renouvelés et persistants du magicien Skoba. Ces rêves étaient trop persistants. Il se mêlait à ses obligations, s'entrelaçait aux sortilèges qu'il devait opérer pour maintenir les effroyables dôles au fond de leur terrier. Il commençait à embrouiller ses souvenirs des innombrables mondes réels qu'il avait visités dans ses scaphandres de lumière. Maintenant, il se matérialisait presque, ce qui jamais ne s'était produit auparavant. Cette pesante clé d'argent qu'il tenait dans sa griffe droite était la reproduction exacte d'une image dont il avait rêvé. Elle ne pouvait rien signifier de bon. Il devait se reposer, réfléchir et consulter les tablettes de Ning pour aviser sur la conduite qu'il aurait à tenir. Franchissant un mur de métal par un passage situé loin des lieux où s'agglomérait la foule, il entra dans son appartement et s'approcha des rayons sur lesquels étaient rangées les tablettes. Sept fractions de jours plus tard, Skoba s'accroupit sur son prisme effrayé et à demi désespéré, car la vérité qu'il avait découverte lui révélait une nouvelle série d'affligeants souvenirs. Jamais plus, il ne pourrait connaître la paix que lui donnait le sentiment d'être une entité. De tout temps et en tout espace, il était double. Skoba, le magicien de Yadit, dégoûté à la pensée du repoussant mammifère terrestre nommé Carter qu'il devait devenir et qu'il avait été. Et Randolph Carter, de Boston, cité de la terre, frissonnant de terreur à la pensée de la chose griffue, munie d'un groin qu'il avait été autrefois, et qu'à nouveau, il était redevenu.
Les unités de temps passent sur Yadit, croissa le Swami, dont la voix laborieuse commençait à montrer des signes de fatigue. Et sont en elles-mêmes une histoire qui ne peut être racontée en un bref exposé. Il y eut des voyages à Stronti, à Mtura, à Kath, et en d'autres mondes encore, dans les 28 galaxies accessibles aux scaphandres de lumière des créatures de Yadit. Il y eut des voyages, aller et retour, à travers des éternités, à l'aide de la clé d'argent et des divers symboles connus des magiciens de Yadit. Il y eut de hideux combats contre les dols blanchâtres et visqueux dans les tunnels primitifs qui criblent la planète. Il y eut des séances de lecture pleines de craintes respectueuses dans les bibliothèques où s'entassait l'ensemble des connaissances de 10 000 univers vivants ou morts. Il y eut des discussions passionnées avec d'autres esprits de Yadit, notamment l'archi-ancien Buo. Skoba ne raconta à personne ce qui lui était arrivé. Mais quand se levait au plus haut de sa conscience la facette Carter, il étudiait tous les moyens possibles de retourner sur Terre et dans sa forme humaine, s'essayant désespérément avec les bizarres organes de sa gorge si peu aptes à cela, à pratiquer le langage des hommes. Et merci beaucoup Turok pour le sub. La facette Carter apprit bientôt avec horreur que la clé d'argent était incapable d'assurer son retour à la forme humaine. Cette clé, comme il le déduisait trop tard de ses souvenirs, de ses rêves et des connaissances traditionnelles de Yadit, avait été fabriquée sur Terre, en Hyperborée. Elle n'avait de pouvoir que sur les angles personnels de conscience des êtres humains. Elle pouvait modifier l'angle planétaire et à volonté envoyer celui qui l'utilisait à travers le temps dans un corps inchangé. Un sortilège lui avait été ajouté, donnant les pouvoirs sans limite qui, autrement, lui manquaient. Mais ce sortilège était, lui aussi, une découverte humaine, particulière à une région de l'espace et à elle entièrement réservée, que les magiciens de Yadit ne pouvaient refaire pour leur compte. Elle avait été consignée sur l'indéchiffrable parchemin qui reposait avec la clé d'argent dans le coffret hideusement sculpté. Et Carter se lamentait amèrement de l'avoir laissé derrière lui. L'être de l'abîme, maintenant inaccessible, l'avait prévenu de faire totalement confiance au symbole qui l'emportait. Il avait certainement pensé qu'il ne manquait d'aucun. Le temps passant, il s'efforça, avec de plus en plus de difficultés, d'utiliser les monstrueuses traditions de Yadit pour trouver le moyen de retourner dans l'abîme vers l'entité omnipotente. Avec le nouveau savoir qu'il avait acquis, il était à peu près capable de déchiffrer le parchemin occulte. Mais ce pouvoir, dans les conditions actuelles, n'était qu'ironie pure. Il y eut alors un temps où
quand se levait au plus haut de sa conscience la facette Scoba, il s'efforçait d'effacer le gênant souvenir de Carter. De longs espaces de temps s'écoulèrent ainsi. Espaces trop longs pour que le cerveau d'un homme puisse les saisir, car les habitants de Yadit ne meurent qu'au bout de très longs cycles. Après plusieurs centaines de révolutions, la facette Carter sembla gagner sur la facette Scoba et put, durant d'immenses périodes, calculer quelle pouvait bien être la distance qui, à travers l'espace et le temps, séparait Yadit de la terre des hommes. Les images se brouillaient, elles s'étendaient sur d'incommensurables éternités d'années-lumière, mais les connaissances traditionnelles de Yadit avaient préparé Carter à les comprendre. Il développa le pouvoir qu'il avait de diriger momentanément ses rêves vers la Terre et apprit, sur notre planète, bien des choses qui jusqu'alors lui étaient demeurées inconnues. Il n'arriva pourtant pas à rêver l'indispensable formule recelée par le parchemin oublié. Il conçut plus tard un extraordinaire plan d'évasion qui commença à se réaliser quand il eut découvert une drogue lui permettant de garder endormi pour toujours la facette Scoba. Il pensa alors que ses calculs lui permettraient d'accomplir, avec son scaphandre de lumière, un voyage comme jamais aucun être de Yadit n'en avait accompli. Un voyage corporel à travers les éternités indicibles et par-dessus les incroyables étendues galactiques jusqu'au système solaire et jusqu'à la Terre elle-même. Une fois sur Terre, bien que doté d'un corps griffu et d'un groin de tapir, il arriverait bien, d'une façon ou d'une autre, à retrouver et à déchiffrer le manuscrit couvert d'étranges hiéroglyphes qu'il avait abandonné près d'Arkham dans sa voiture. À l'aide de ce manuscrit et de la clé, il arriverait bien aussi à reprendre sa normale apparence terrestre. Il n'était pas inconscient des périls de sa tentative. Il savait que, quand il aurait incliné son angle planétaire vers l'éternité voulue, chose impossible à faire pendant qu'il voyageait à travers l'espace, Yadit serait un monde mort, dominé par les dôles triomphants, et que son évasion, dans son scaphandre de lumière, serait sujette à de graves incertitudes. Savait-il, toutefois, jusqu'à quel point il devrait, à la manière d'un fakir, suspendre en lui la vie pour supporter
une éternité durant, la traversée des abîmes insondables. Il savait aussi que si son voyage était couronné de succès, il devait s'immuniser lui-même contre les bactéries et autres conditions terrestres dangereuses pour un corps de Yadit. Il devrait en outre trouver un moyen de simuler sur Terre la forme humaine en attendant de pouvoir récupérer et déchiffrer le parchemin pour retrouver son véritable corps. Sinon, il risquait d'être très certainement découvert et oxy par les gens horrifiés devant cette forme qui n'aurait pas dû exister. Il devrait aussi emporter un peu d'or, facile à obtenir à Yadit, qui lui permettrait de survivre pendant le temps de ses recherches. Les plans de Carter se réalisaient lentement. Il se pourvut d'un scaphandre de lumière, d'une résistance surnormale, capable à la fois de supporter ces prodigieuses transitions de temps et ce vol sans précédent à travers l'espace. Il mit tous ses calculs à l'épreuve et dirigea maintes et maintes fois ses rêves vers la Terre, les forçant à s'approcher le plus possible de l'année 1928. Il réussit merveilleusement dans la pratique de la catalepsie. Il découvrit l'agent bactériologique dont il avait justement besoin et calcula les variations des courants gravitationnels qu'il pourrait utiliser. Il façonna adroitement un masque de cire et un costume flottant, capable de le faire passer parmi les hommes pour un être humain, et inventa un très puissant sortilège qui tiendrait en respect les Dol au moment où il quitterait la noire et morte Yadit, reposant au fond de son inconcevable futur. Il n'oublia pas de réunir une bonne provision de drogue introuvable sur Terre, qui maintiendrait dans son sommeil de la facette Scoba jusqu'à ce qu'il puisse se dépouiller de son corps de Yadit. Il n'oublia pas non plus une petite réserve d'or pour ses besoins terrestres. Et bonsoir, Hyper Fair Judge. Et bienvenue. Merci pour le follow. Le jour du départ fut plein d'incertitude et d'appréhension. Carter, sous le prétexte d'un voyage vers Nithur, la triple étoile, grimpa jusqu'à la plateforme d'envol des scaphandres de lumière et se glissa lentement dans sa gaine de métal brillant. Il n'avait que la place d'opérer le rituel de la clé d'argent. Et, juste à l'instant où il l'opérait, la lévitation de son scaphandre commença lentement. Le jour bascula dans des ténèbres terrifiantes, tandis que s'élevait une douleur hideuse et torturante. Le cosmos sembla être ébranlé par la main d'un dieu qui lui était étranger, et les constellations dansèrent sur le ciel noir.
Carter perçut aussitôt un nouvel équilibre. Le froid des gouttes interstellaires, non, le froid des gouffres interstellaires mordait l'extérieur du scaphandre, mais il pouvait se voir flotter librement dans l'espace, la construction métallique d'où il avait pris son départ, ayant détruit devant lui l'obstacle des années. Au-dessus de lui, au-dessous de lui, le sol grouillait de gigantesques dôles. Et même tandis qu'il se penchait pour les regarder, l'un d'entre eux se souleva à plusieurs centaines de pieds et dirigea vers lui l'une de ses extrémités visqueuses et décolorées. Ces sortilèges étaient efficaces, et un moment plus tard, il plongeait, sain et sauf, loin de Yadit. Dans cette pièce bizarre de la Nouvelle-Orléans, dont s'était enfui instinctivement le vieux serviteur noir, la mystérieuse voix du Swami Chandraputra devint encore plus rauque. « Messieurs, je ne vous demanderai pas de me croire avant que je vous ai montré une preuve irréfutable. En attendant, quand je vous parle des milliers d'années et des milliers d'années-lumière et des incalculables millions de miles que Randolph Carter franchit à travers l'espace sous la forme d'une entité sans nom, enfermée dans un mince scaphandre de métal mu par des électrons, vous pouvez considérer cela comme un mythe. Carter mesura son temps de catalepsie avec le plus grand soin, projetant qu'il prit fin quelques années avant son atterrissage sur Terre en 1928 ou aux environs de 1928. Il n'oublia jamais ce réveil. Souvenez-vous, messieurs, qu'avant ce long sommeil d'une éternité, il avait vécu consciemment durant des milliers d'années terrestres parmi les étranges et horribles merveilles de Yadit. Le froid le mordit atrocement, les rêves cessèrent de le menacer, et il put jeter un coup d'œil à travers les hublots du scaphandre. De chaque côté, il y avait des étoiles, des constellations, des nébuleuses. Et, à la fin, leurs contours offrirent quelques ressemblances avec les constellations visibles de la Terre qu'il connaissait. Sa descente à travers le système solaire pourra un jour être racontée. Il vit Kinart et Yugoth, aux extrémités du monde solaire. Il passa près de Neptune et entrevit les diaboliques champignons blanchâtres qui souillent cette planète.
Il apprit un secret irracontable en jetant de près un coup d'œil sur les brumes de Jupiter, vit l'horreur qui peuplait l'un de ses satellites et contempla les ruines cyclopéennes qui s'étalent sur le disque vermeil de Mars. Quand la Terre se rapprocha, il vit apparaître comme un mince croissant dont les dimensions augmentaient de façon alarmante. Il ralentit sa vitesse, quoique la sensation de rentrer chez lui fit désirer ne pas perdre un moment. Je n'essaierai pas de vous traduire cette sensation que Carter m'a racontée. Bref, vers la fin de son voyage, Carter plana dans la stratosphère terrestre, attendant que le jour vînt sur l'hémisphère occidental. Il désirait atterrir à l'endroit d'où il était parti, près de la tanière du serpent, dans les collines par-delà Arkham. Si quelqu'un parmi vous a été très longtemps absent de chez lui, et je sais que c'est vrai pour l'un d'entre vous, je vous laisse le soin de comprendre combien l'ont touché la vue des collines de la Nouvelle-Angleterre, des grands ormes, des vergers aux troncs noueux et des vieux murs de pierres sèches. Il toucha le sol à l'aube, sur la petite prairie près de la vieille résidence des Carter, et remercia le ciel pour le silence et la solitude qui y régnaient. C'était l'automne, comme lorsqu'il était parti, et l'odeur des collines était un baume pour son âme. Il réussit, non sans difficulté, à traîner le scaphandre métallique sur la pente des hautes coupes jusqu'à la tanière du serpent, sans pénétrer toutefois dans la grotte inférieure par la fissure obstruée de racines. Ce fut là qu'il recouvrit son corps, par trop étranger à ce monde, avec les vêtements humains et le masque de cire qui devait lui être nécessaire. Le scaphandre resta là durant environ une année, jusqu'à ce que certaines circonstances rendissent nécessaire une nouvelle cachette. Et merci beaucoup, Vitos, pour le sub offert à Pravida. Même si le chat en affiche deux, qu'est-ce que c'est ? Je ne comprends pas. Merci pour le sub ou pour les subs, je ne sais pas. C'est étrange, mais merci énormément. Il se rendit à pied à Arkham, habituant incidemment son corps à la démarche humaine et au maintien terrestre, et put changer son or contre de la monnaie courante dans une banque. Il se livra aussi à quelques investigations, se donnant pour un étranger ignorant presque tout de l'anglais, et découvrit qu'il était en 1930 et que 2 années seulement s'étaient écoulées depuis le commencement de son aventure. Naturellement, sa position était horrible. Dans l'incapacité de décliner son identité, forcé de vivre perpétuellement sur ses gardes, en but à des difficultés de nourriture, obligé de conserver la drogue démoniaque qui lui permettait de tenir endormi la facette Scoba, il se rendit compte qu'il devait agir le plus vite possible. Il se rendit à Boston et loua une chambre dans un pouilleux faubourg de la ville où il pouvait vivre à bon marché et sans se faire remarquer. Dès son arrivée, il s'enquit de tout ce qui concernait les divers biens de Randolph Carter.
C'est alors qu'il apprit, avec quelle impatience, Monsieur Aspinwall, ici présent, désirait que fussent partagés ses biens, et avec quelle opiniâtreté Monsieur de Marigny et Monsieur Phillips s'efforçaient de les conserver intacts. L'hindou s'inclina, bien qu'aucune expression ne parcourût son calme et basané visage, à la barbe fournie. Et merci beaucoup Vitos pour le sub, pour ces toiles radio. Ça régale, merci beaucoup. Indirectement, continua-t-il, Carter obtint une bonne copie du parchemin qu'il avait oublié et se mit à travailler à son déchiffrement. Je suis heureux de dire que je fus capable de l'aider dans cette besogne. Il fit en effet appel à moi dès le début et par mon intermédiaire entra en contact avec d'autres occultistes disséminés de par le monde. Je vins vivre avec lui à Boston, dans une pitoyable demeure située sur Chamber Street. Quant au parchemin, j'ai plaisir à tirer Monsieur de Marigny de sa perplexité, qu'il me permette de lui apprendre que le langage reproduit par ces hiéroglyphes n'est pas du Nahakal, mais du Raelian, langue qui fut apportée sur Terre par la descendance de Cthulhu il y a un temps incalculable. Il s'agit naturellement d'une traduction. L'original hyperboréen remontant à des millions d'années était rédigé dans la langue primitive de Tsatio. Il fallut pour le déchiffrer plus de temps que Carter n'en avait escompté, mais pas un instant il ne perdit espoir. Au début de cette année, il fit de grands pas dans l'étude d'un livre importé du Népal. Là n'est pas la question, mais il réussira bientôt. Malheureusement toutefois, un obstacle s'était levé. L'épuisement de la drogue démoniaque qui gardait endormie la facette Scoba. Ce n'est pourtant pas une aussi grosse calamité qu'il l'avait craint. La personnalité de Carter est en train de remporter la victoire, et quand pour des périodes de plus en plus brèves, et seulement au moment où il est évoqué par quelque excitation inhabituelle, s'élève au plus haut point de sa conscience la facette Scoba, elle est en général trop hébétée pour annuler le travail de Carter. Elle ne peut trouver le scaphandre de métal qui la ramènerait à Yadit, car bien qu'elle ait essayé une fois, Carter profita d'un temps où elle était retombée dans le sommeil pour mieux dissimuler le scaphandre. Tout le mal qu'ait fait Scoba est d'avoir effrayé quelques gens et d'avoir suscité certaines rumeurs de cauchemars parmi les Polonais et les Lituaniens qui habitaient le faubourg est de Boston. Jusqu'à présent, Scoba n'a jamais détérioré le prudent déguisement préparé par la facette Carter, bien que parfois, il l'arrache si brusquement que certaines parties ont dû en être remplacées. J'ai vu qui se cachait sous ce déguisement. Il n'est pas bon de le voir. Et merci beaucoup Vitos pour le sub à Lucifred. Merci Rosalir pour la force. Il y a un mois, Carter eut connaissance de l'annonce de cette réunion et comprit qu'il devait agir rapidement s'il voulait sauver sa fortune.
il ne pouvait attendre d'avoir déchiffré le parchemin et recouvré sa forme humaine. En conséquence, il me délégua pour agir à sa place. Messieurs, je vous annonce que Randolph Carter n'est pas mort, qu'il est temporairement dans une condition anormale, mais que, d'ici 2 ou 3 mois tout au plus, il sera en mesure d'apparaître en personne et de demander la garde de sa fortune. Je suis prêt à présenter des preuves si besoin est. Je demande donc que vous ajourniez cette réunion immédiatement. Huitième et dernier chapitre. De Marigny et Phillips, comme hypnotisés, regardaient fixement l'hindou, tandis qu'Aspinwall émettait une série de grognements de colère. Le dégoût du vieil attorney s'était à présent changé en rage manifeste, et il martelait la table à coups de poing. L'apoplexie avait rendu ses veines saillantes. Quand il parla, ce fut une sorte d'aboiement. Combien de temps devons-nous supporter ces sottises ? J'ai écouté cet aliéné, ce fakir, une bonne heure. Et maintenant, il a la sacrée effronterie de dire que Randolph Carter est en vie, de nous demander d'ajourner la succession sans aucune raison valable. Pourquoi ne jetez-vous pas dehors ce coquin de Marigny ? Avez-vous l'intention de faire de nous tous les jouets d'un charlatan et d'un idiot ? De Marigny, calmement, leva la main et parla sans brusquerie. Laissez-nous le temps de réfléchir tranquillement et clairement. C'est un bien curieux récit et qui contient des faits que moi, en tant qu'occultiste pas tout à fait ignorant, je reconnais comme loin d'être impossible. D'autre part, depuis 1930, j'ai reçu des lettres du Swami qui correspondent à son récit. À l'instant où il s'arrêtait, le vieux Philippe se risqua un mot. Le Swami Chandraputra parle de preuves. Je reconnais moi aussi ce qu'il y a de significatif dans son récit. Et j'ai moi aussi reçu de lui, durant ces 2 dernières années, de nombreuses lettres qui corroborent étrangement ses paroles. Pourtant, certains des termes de sa déclaration dépassent la vraisemblance.
N'a-t-il rien de tangible qu'il puisse nous montrer ? Le visage, toujours impassible. Le Swami répondit lentement d'une voix rauque, extrayant au fur et à mesure qu'il parlait un objet de la poche de son habit flottant. Bien qu'aucun d'entre vous n'ait jamais vu la clé d'argent, messieurs de Marigny Phillips en ont vu des photos. Ceci vous est-il familier ? Nerveusement, sa grande main gantée d'une mitaine blanche déposa sur la table une lourde clé d'argent, ternie, longue de près de 5 pouces, d'un travail inconnu, visiblement réalisé dans des contrées lointaines et couverte d'un bout à l'autre des hiéroglyphes les plus bizarres. De Marigny et Philippe se suffoquèrent. « C'est elle !» cria de Marigny. « L'appareil photographique ne peut mentir. On ne peut le prendre en faute. » Aspinall avait déjà opéré un repli. « Imbécile ! Qu'est-ce que cela prouve ? Si voilà réellement la clé qui appartenait à mon cousin, c'est à cet étranger, à ce damné noir, d'expliquer comment il se l'est procuré. Randolph Carter disparut avec cette clé il y a 4 ans. Comment pourrions-nous savoir s'il n'a pas été volé, assassiné ? Il était à demi toqué et en rapport avec des gens encore plus toqués de lui. Que lui. Regardez-moi, vous. Où avez-vous trouvé cette clé ? Avez-vous assassiné Randolph Carter ? Les traits du Swami, anormalement figés, ne changèrent pas. Mais ses yeux noirs, lointains et sans iris brillèrent dangereusement. Il dit avec beaucoup de difficulté : « S'il vous plaît, maîtrisez-vous, monsieur Aspinall. Il y a une autre sorte de preuve que je peux vous donner. Mais son effet sur chacun d'entre vous pourrait être très désagréable. Soyez raisonnable. Il y a ici quelques papiers datant d'après 1930 et manifestement écrits de la main et dans le style fort reconnaissable de Randolph Carter. » Il tira maladroitement, à l'intérieur de son vêtement flottant, une enveloppe. Et la tendit à Aspinall, tandis que de Marigny et Phillips, pleins de pensées incohérentes, parmi lesquelles pointait une sensation d'extraordinaire émerveillement, regardaient les papiers. Naturellement, l'écriture est presque illisible. Mais rappelez-vous qu'à présent, Randolph Carter n'a plus de main propre à tracer l'écriture humaine. Aspinall feuilleta les papiers avec précipitation et fut visiblement troublé. Mais il ne changea pas d'attitude. La pièce était pleine d'une tension et d'une épouvante indicible. Le rythme mystérieux de l'horloge en forme de cercueil avait, pour Phillips et pour de Marigny, un son infernal, bien que l'attorni n'y parut pas sensible, le moindre du monde. Aspinall parla de nouveau. On dirait d'habiles contrefaçons. Si ce n'est pas vrai, cela doit signifier que Randolph Carter est tombé entre les mains de gens qui n'ont pas de bonnes intentions. Il n'y a qu'une chose à faire. Faire arrêter ce fakir. De Marigny, voulez-vous appeler la police ? Laissez-nous patienter, répondit l'hôte. Je ne pense pas que ce soit le cas d'appeler la police. J'ai une idée.
Cet homme, Monsieur Aspinwall, est un occultiste d'une réelle valeur. Il dit qu'il a la confiance de Randolph Carter. Cela vous satisfera-t-il s'il peut répondre à certaines questions auxquelles seul un homme ayant cette confiance pourrait répondre ? Je connais Carter, et puis poser de telles questions. Laissez-moi prendre un livre qui, je crois, fournira un bon test. Il se dirigea vers la porte pour se rendre dans la bibliothèque. Phillips et Betty le suivant de façon quasi automatique. Aspinwall ne quitta pas sa place, étudiant de près l'hindou dont le visage anormalement impassible lui faisait face. Tout à coup, alors que Chandraputra remettait gauchement la clé d'argent dans sa poche, l'attorney émet une espèce de grognement guttural. « Eh, par le ciel, j'ai compris. Ce gredin est déguisé. Je ne crois plus du tout qu'il soit un hindou. Ce visage, ce n'est pas un visage mais un masque. Je devine le sens de son histoire et ce qu'il voulait me mettre dans le crâne. Mais c'est vrai. Ça ne bouge jamais. Le turban et la barbe en dissimulent les bords. Ce gars-là est un vulgaire filou. Ce n'est même pas un étranger. J'ai écouté son discours. C'est un quelconque Yankee. Et regardez-moi ses gants. Il sait que ses doigts auraient pu laisser des empreintes. Que le diable m'emporte, je lui arracherai ça. Arrêtez ! La voix rauque et bizarre du Swami monta sur un ton détaché de toute crainte terrestre. Je vous ai dit qu'il y avait une autre sorte de preuve que je pourrais fournir si c'était nécessaire. Et je vous ai averti de ne pas me pousser à la montrer. Ce vieux touche-à-tout à la face empourprée dit vrai. Je ne suis pas réellement un hindou. Ce visage est un masque, et ce qu'il cache n'est pas humain. Vous autres avez deviné, je l'ai senti il y a quelques minutes. Ce ne serait pas drôle si j'enlevais ce masque. Laissez-moi seul, Ernest. Je peux bien vous le dire. Je suis Randolph Carter. Personne ne bougeait. Aspinwall grogna et esquissa quelques vagues gestes. De Marigny et Phillips, de l'autre côté de la pièce, regardaient les contractions du visage pourpre et surveillaient de dos la silhouette au turban qui lui faisait face. L'anormal tic-tac de l'horloge avait quelque chose de hideux. La fumée des trépieds et les tapisseries frissonnantes dansaient une danse de mort. L'attorney, à moitié suffocant, rompit le silence. « Vous ne pouvez pas, espèce d'escroc! Vous ne pouvez pas me faire peur! Vous avez des raisons personnelles de préférer ne pas ôter ce masque. Peut-être savons-nous qui vous êtes. Enlevez ça !» Il jetait son bras en avant, mais le Swami saisit sa main avec l'un de ses membres gauchement ganté et laissa échapper un curieux cri de douleur, mêlé de surprise. De Marigny s'élança vers les deux antagonistes, mais s'arrêta, saisi par le cri de protestation du pseudo-hindou qui se changeait en un son cliquetant et bourdonnant absolument inexplicable.
Le rouge visage d'Aspinall exprimait la fureur, tandis que de sa main libre, il tentait une autre fois d'atteindre la barbe broussailleuse de son adversaire. Il réussit cette fois à s'en saisir. Et sous son effort frénétique, tout le visage de Cyr se détacha du turban et demeura collé au point apoplectique de l'Attorney. À cet instant, Aspinall poussa un cri gargouillant de terreur. Phillips et de Marigny virent son visage se convulser sous la plus sauvage, la plus profonde et la plus hideuse crise de panique épileptique qu'ils aient jamais vue sur une physionomie humaine. Le pseudo-Swami avait, pendant ce temps, dégagé sa main et se tenait hébété, émettant des sortes de bourdonnements de la plus étrange consonance. La silhouette au turban s'effondra alors bizarrement, dans une posture à peine humaine, et commença, comme fasciné, un singulier mouvement vers l'horloge en forme de cercueil qui tic-taquait son rythme anormal et cosmique. Le visage, maintenant découvert, était tourné de l'autre côté. Aussi, de Marigny et Phillips ne virent pas ce que le geste de l'Attorney avait découvert. Leur attention se tourna alors vers Aspinall, qui s'était affaissé pesamment sur le parquet. Le charme était rompu. Mais quand ils atteignirent le vieil homme, il était mort. Se tournant vite vers le Swami, qui toujours en train de ramper vers l'horloge avait reculé, de Marigny vit que l'une des grandes moufles blanches était tombée de l'un des bras ballants. La fumée de l'oliban était épaisse, et tout ce qu'il put entrevoir de la main découverte fut quelque chose de long et de noir. Avant que le créole ait pu atteindre la silhouette en train de battre en retraite, le vieux Phillips, posant une main sur son épaule, le retint. « N'en faites rien, murmura-t-il. Nous ne savons pas ce que nous trouverions. Cette autre facette, vous savez, Skoba, le sorcier de Yadit. » La silhouette au turban avait maintenant atteint la mystérieuse horloge, et les spectateurs virent à travers les denses fumées une indistincte griffe noire en train de tripoter la grande porte couverte de hiéroglyphes. L'attouchement de la griffe fit un étrange bruit de cliquetis. La silhouette entra alors dans le coffre en forme de cercueil et ferma la porte derrière elle. De Marigny ne put se retenir plus longtemps. Mais lorsqu'il atteignit la porte et l'ouvrit, le coffre était vide. La normale tic-tac reprit martelant le noir rythme cosmique qui est à la base de l'ouverture de toutes les portes occultes.
Sur le parquet, la grande moufle blanche et le mort qui tenait collé à son poing un masque barbu n'avaient plus rien à révéler. Une année passa, et l'on n'entendit plus parler de Randolph Carter. Sa succession n'est toujours pas réglée. À Boston, l'adresse d'où un certain Swami Chandraputra envoya des requêtes à différents occultistes durant les années 1930 à 1932 fut en effet occupée par un étrange hindou. Mais il la quitta peu de temps avant la date de la réunion qui se tint à la Nouvelle-Orléans et n'y revint jamais. Il paraît qu'il avait un visage très basané, barbu et dénué d'expression. Son hôtelier pense que le masque dûment exhibé lui ressemble beaucoup. Cet hindou ne fut pourtant jamais suspecté d'avoir participé aux apparitions nocturnes dont parlent à voix basse ses voisins slaves. Les collines au-delà d'Arkham furent fouillées à la recherche du scaphandre métallique, mais aucun objet de cette sorte n'y fut jamais découvert. Un clerc de la First National Bank d'Arkham se souvint cependant d'un homme à l'étrange turban qui, en octobre 1930, convertit en espèces un extraordinaire lingot d'or. De Marigny et Phillips ne savent au juste que penser de l'affaire. Après tout, qu'y eut-il de prouvé ? Il y eut un récit. Il y eut une clé qui pouvait avoir été fabriquée d'après l'une des photos que Carter avait littéralement distribuées en 1928. Il y eut des papiers, tous indécis. Il y eut un masque plus étrange. Mais quel est l'homme encore vivant qui vit quelque chose derrière ce masque ? Au milieu de la tension nerveuse et des fumées de l'Oliban, cette disparition dans l'horloge peut aisément avoir été une double hallucination. Les hindous s'y connaissent fort en hypnotisme. La raison proclame que le Swami fut un criminel ayant des vues sur la succession de Randolph Carter. L'autopsie assure pourtant qu'Aspinwall mourut d'un choc. Fut-il causé seulement par sa rage ? Y eut-il dans ce récit quelque chose ? Dans une vaste salle, pleine des fumées de l'Oliban et tapissée de tentures aux étranges dessins, Étienne Laurent de Marigny s'assied souvent pour écouter, avec d'indéfinissables sensations, le rythme anormal de cette horloge en forme de cercueil couverte de mystérieux hiéroglyphes.
Et c'est la fin de cette nouvelle. Merci de votre présence.